Bonsoir et bienvenue dans Sens Public, l'émission qui donne du sens à l'actualité et qui se met au service des citoyens. Nous sommes le mardi 4 juin et nous sommes ensemble pour 1h30 de débat et de décryptage. Au sommaire de ce numéro, les grandes manœuvres politiques qui ont commencé avant même que le résultat des européennes ne soit connu. Avec cette question qui agite tous les états-majors des partis, sommes-nous à la veille d'une grande recomposition sur la scène européenne, bien sûr, mais aussi sur l'échiquier politique français? Nous en débattrons avec mes invités. Dans la seconde partie de cette émission, nous nous intéresserons au succès populaire qui entoure le parcours de la flamme avec cette question: est-ce que tout ça n'est pas en train d'allumer le feu olympique dans le cœur des Français? Enfin, de quoi consoler la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui désespérait encore il y a 2 semaines. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Ras la casquette. Sport, politique, géopolitique, qu'est-ce qui se joue derrière les jeux? Nous ferons le point avec nos experts. Mais tout de suite, place à notre premier débat. N'oubliez pas d'aller voter dimanche, car votre bulletin de vote pourrait bien avoir de lourdes conséquences, en Europe bien sûr, mais aussi en France, comme nous le racontent Samia Dechir et Anne-Fleur Souchon. La rumeur courait depuis plusieurs semaines, un accord de gouvernement entre le camp macroniste et les Républicains. Une alliance censée permettre à Emmanuel Macron d'élargir sa majorité au lendemain des européennes, où son camp devrait finir en difficulté, très loin derrière le Rassemblement national. Il se murmurait même un nom pour le Premier ministre de cette future coalition, Gérard Larcher. Mais ce matin, lors de la réunion de groupe des Républicains, le président du Sénat a coupé court à la rumeur. Gérard Larcher a en effet dit clairement, simplement, qu'il ne partageait pas la même vision de la France que le président de la République, 2, qu'il le disait haut et fort, 3, qu'il ne serait pas son Premier ministre. Donc une clarification, si elle était nécessaire, en tout cas une clarification vis-à-vis de rumeurs qui étaient amplifiées par la Macronie, qui étaient portées, véhiculées, avec un seul but, nous affaiblir et affaiblir notre candidat. À gauche aussi, les européennes pourraient rebattre les cartes. À 14% dans les sondages, Raphaël Glucksmann fait presque 2 fois mieux que la liste insoumise. En position de force, le PS veut capitaliser sur le scrutin pour reprendre le leadership de la gauche. Je sais bien qu'il y a eu le mois de mai, mois de juin 2022. Je sais bien qu'à l'époque, il y avait un parti dominant. Mais ce parti dominant n'a pas confirmé. S'est comporté de manière très particulière dans beaucoup d'excès, dans beaucoup d'outrances, et pas uniquement que verbal. Donc, LFI aujourd'hui, je pense, en tout cas pour ce qui me concerne, ne peut pas être légitimement le leader de cette future gauche, aux socialistes à prendre toute leur place, mais bien sûr en respectant ses partenaires. Dans ces élections européennes, chacun attend de pouvoir compter ses points en vue de la prochaine élection présidentielle française. Les élections européennes vont-elles rebattre en profondeur les cartes du jeu politique? On en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Vous êtes politologue, professeur à Sciences Po Paris, auteur du Goût de la politique, un observateur passionné de la Ve République, paru chez Odile Jacob. Et votre livre, il vient de recevoir le prix du livre 2024, du livre politique. Bravo. J'accueille aussi Pascal Joannin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale de la Fondation Schuman. À vos côtés, Stéphane Vernet, journaliste, rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction de Ouest France à Paris, Bonsoir. auteur de Déjeuner secret dans les coulisses de la réforme des retraites, paru aux éditions Ouest France, et puis notre éditorialiste Azedine Ahmed Chaouch qui m'accompagne tout au long de cette émission. Alors on l'a vu dans le sujet, beaucoup de questions qui se posent déjà avant même le scrutin, mais on va commencer avec vous Pascal Joannin. Ce scrutin européen, est-ce qu'il est plus important, plus crucial que les précédents? Il est aussi important que les précédents. Il se tient après une séquence qui a vu 2 événements majeurs, la crise de Covid et le retour de la guerre sur le continent, à nos frontières, mais alors que le projet européen au départ était un projet de paix, de plus faire la guerre, notamment avec nos partenaires allemands. C'est le contexte qui est plus crucial ou plus important. Donc le contexte est plus crucial. Mais en 2019, on avait déjà des ingrédients pour prendre votre titre. Et d'ailleurs, je dirais, le chamboule-tout, c'était en 2019. Parce qu'en 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 grands partis qui mobilisaient la scène politique depuis 1979, donc 40 ans,
donc le centre-droit qui rassemble les forces de droite au sein du Parti populaire européen et le centre-gauche qui rassemble le PSE, n'ont plus la majorité absolue à eux deux. Et donc on a inventé un nouveau modèle matière de coalition à 3, avec 3 partis, incluant les libéraux qui, pour la première fois depuis longtemps, ont basculé au-dessus de 100 députés européens. On va voir si l'équation tient toujours. Eh bien, on va voir, parce qu'on nous annonce un raz-de-marée à droite. Alors, Pascal Perrineau nous dira peut-être des éléments que je n'ai pas. Moi, je crois qu'il va y avoir une vague à droite, mais pas un raz-de-marée. Parce que d'abord, cette droite, elle n'est pas unie. On peut faire, voilà. Elle n'est pas unie, elle ne se présente pas unie en tout cas. Il y a beaucoup de divergences. Il y a au moins 3 groupes qui sont avec des éléments de cette droite. Et puis, à l'intérieur de cette droite, il va y avoir des gens qui vont beaucoup perdre. Moi, je pense à la Lega italienne, par exemple, qui avait fait un excellent score en 2019 et qui va faire très très peu cette fois-ci. Donc, les gains qu'il pourrait y avoir dans cette famille politique vont être limités par le dégât de cette... Et en revanche, dans l'autre groupe, c'est l'autre, j'allais dire, une autre délégation italienne que conduit Madame Meloni en personne. On va y venir dans le détail sur qui va gagner. Mais donc, davantage. si je vous comprends, c'est un scrutin dont le contexte est important, mais qui n'est pas forcément plus crucial que... Et où le chamboule-tout risque d'être peut-être limité. D'accord. Pascal Perrineau, c'est un scrutin où on s'abstient beaucoup, les européennes. Oui, c'est un scrutin où on s'abstient depuis de nombreuses années, beaucoup. La dernière fois, il y avait une légère reprise, un peu plus d'un Français sur 2, mais vous vous rendez compte, on se contente de peu, quoi. Un peu plus d'un Français sur 2 avait participé. Là, pour l'instant, il semble qu'à peu près 50% de Français s'apprêtent à s'abstenir. Et ce qui est très étonnant, il y a de nombreux paradoxes toujours dans les élections européennes, c'est que les jeunes sont dans une proportion mais gigantesque. C'est à peu près 2 jeunes Français sur 3 qui vont s'abstenir. Et on présente souvent la jeunesse, et parfois à juste titre, comme étant une tranche d'âge plus préoccupée par l'enjeu européen, plus ouverte sur l'extérieur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette ouverture sur l'extérieur ne se traduit pas du tout par un comportement électoral. En revanche, quand on a plus de 70 ans, eh bien, c'est à peu près 3 Français sur 4 qui vont. Donc, pour comprendre la participation, c'est le clivage générationnel qui est décisif. Et peut-être de quoi déjouer les pronostics, voilà. Si je vous suis. Stéphane Vernet, on a plus parlé de France ou on a plus parlé d'Europe dans cette campagne ? Alors, j'ai envie de vous dire les deux. On a beaucoup parlé d'Europe, je trouve, finalement, dans cette campagne. En tout cas, moi, il me semble que cette année, il y a eu beaucoup plus de débats télévisés, radiophoniques qu'en 2019. Peut-être que je me trompe, je n'ai pas compté ce 2019, mais je trouve qu'il y a eu une profusion d'expressions, de débats, avec 1, 2, 3, 4 candidats, jusqu'à 8, 16 pour le dernier grand débat. Donc il y a eu beaucoup d'expressions autour de l'Europe. Le problème, c'est que je trouve que cette expression, en fait, elle crée des affrontements, des clivages, beaucoup de bruit médiatique, et qu'à la fin, on a quand même tendance à retenir un certain nombre de postures, mais très réduites par rapport à l'ensemble des propositions qui sont formulées par chaque liste. Et je vous rappelle qu'il y a 38 listes. 38 listes, c'est un record qui n'ont pas absolu. toutes bénéficié de la même exposition, sur les 38 listes, excusez-moi, mais il y en a quand même 30 qui ont été quasiment totalement invisibilisées, parce que vous ne pouvez pas faire un débat, vous pouvez pas faire vivre un débat médiatiquement à 38. Mais donc on se concentre sur ce qu'on appelle les grandes listes ou celles auxquelles on prête des résultats. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de sujets beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de sujets qui ont été abordés. Mais l'impression générale, me semble-t-il malgré tout, elle nous ramène au débat franco-français. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, oui, c'est les deux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'Europe, mais qu'est-ce qu'on a retenu collectivement de tout ça ? Un certain nombre de postures assez réduites et qui concernent d'abord les enjeux nationaux et qui sont parfois très très loin de ce qui va se jouer vraiment le 9 juin au niveau européen. Allez, on va commencer à discuter des potentiels, des possibles conséquences. Et avec cette question, Pascal Perrineau, si on additionne les scores dans les sondages obtenus par le Rassemblement national, la liste conduite par Jordan Bardella, mais si on additionne avec les scores de Reconquête, par exemple, conduite par Marion Maréchal, on arrive quasiment à une extrême droite à 40%. Oui. C'est totalement inédit. Mais ce n'est pas un accident électoral. On ne va pas dire qu'on n'a rien vu venir. Non, on voit ça venir depuis de longues années. Simplement, beaucoup d'observateurs, d'analystes, d'acteurs politiques préfèrent ne pas voir ou dire voilà, c'est une poussée de fièvre passagère. La poussée de fièvre, elle dure depuis plusieurs décennies et elle n'a jamais été aussi haute. Et ce qui est très intéressant dans la période actuelle pour l'observateur, c'est de voir le Rassemblement national, ancien Front national, qui jusqu'alors était présenté comme un parti hors système ou comme un parti aux marges du système, j'allais dire être au cœur du système. Parce que quand vous faites
allez, entre 30 et 33%, hein, c'est à peu près là où on le situe, vous avez, j'allais dire, des alliés potentiels comme Reconquête, l'UPR, les souverainistes de droite, Debout la France, etc., eh bien, vous vous apercevez que vous devenez un parti dominant. Ce que l'on a appelé un parti attrape-tout. C'est-à-dire ce qu'était le Parti socialiste dans ses années glorieuses, à gauche, dans les années 80, et ce qu'a été le RPR à une certaine époque, ou ses prédécesseurs, UNR ou UDR. Le RN est en train de devenir un parti attrape-tout et un parti dominant dans le système de la Ve République. Ça change tout. Ça change tout pour les années qui viennent. Et on le voit dans la dynamique Bardella, parce qu'au fond, cette campagne a mêlé, à juste titre, c'est vrai, on a parlé d'Europe, les Français ont parlé d'Europe, modérément, mais ils ont parlé d'Europe. Ils ont regardé ces élections un peu de loin, parce que quand vous regardez les grandes enquêtes, ils considèrent qu'ils n'ont à peu près rien appris dans cette campagne, ce qui est tout de même un échec pour la campagne et ceux qui l'ont... Ça n'a pas fait bouger les lignes, cette campagne. Non. Simplement, ce qui a bougé beaucoup, c'est la poussée en un an de la liste Bardella. Monsieur Bardella a commencé à 24%, ce qui était au fond le niveau qu'il avait à peu près lors des dernières élections européennes. Le niveau de Marine Le Pen au premier tour. Sans pourtant apporter des idées fortes sur l'Europe, on est d'accord, non ? Voilà, oui, sans pourtant... Enfin, il apporte un discours de plus en plus soft sur l'Europe, hein, un discours qui peut-être qui vient dans le mainstream. On l'entend plus sur le national, sur la sécurité, non ? Mais ce qui est étonnant, c'est de voir cette étonnante dynamique et régulière. Nous avons fait avec l'enquête que l'on fait au Cevipof Sciences Po, qui est une enquête sur un très gros échantillon, on réinterviewe les mêmes plus de 10 000 électeurs. Là, c'est absolument frappant. La montée est régulière. À chaque vague, il grignote, allez, 2, 3 points. Et maintenant, le Rassemblement national, et ça, c'est une nouveauté radicale, touche tous les milieux en France. C'était avant un grand parti, avant tout, des couches populaires, des gens qui étaient en bas de la hiérarchie des diplômes, en bas de la hiérarchie des revenus. Mais on le disait, faible chez les cadres, faible chez les personnes âgées, faible dans les centres-villes. Tout ça, ça y est, il fait 20% chez les cadres supérieurs. Vous vous rendez compte ? 20%, un cadre supérieur en France sur 5 va voter pour la liste de M. Bardella. Il performe chez les jeunes. Hein, c'est un des partis les plus importants dans la jeunesse française. Alors, donc vous avez dit qu'ils ne se rendaient pas forcément aux urnes, hein, les jeunes. Non. Mais pour ceux qui vont se rendre aux urnes, hein, quand on regarde les 18-24 ans, Bardella est parmi les premières listes. Il performe maintenant chez les personnes âgées. Les personnes âgées étaient très réticentes parce qu'elles considéraient même que ça faisait un peu désordre. Avec un homme apparemment aussi lisse que M. Jordan Bardella, vous voyez, le RN fait de moins en moins désordre. Et donc, certaines personnes âgées qui retenaient, j'allais dire, leur vote en faveur du RN, eh bien maintenant, passent à l'acte. Et puis, dernier point, c'est tout de même, ça a beaucoup changé dans la campagne, la montée impressionnante de l'enjeu immigration. Les Français, alors le pouvoir d'achat écrase tout, d'accord, mais le deuxième enjeu, de manière décisive pour les Français aujourd'hui, c'est l'immigration. Très loin devant tout le reste, très loin devant le système de santé, très loin devant la place de la France en Europe, très loin devant tous les autres enjeux. Et ça, c'est une victoire du Rassemblement national avant d'avoir tenu l'élection. Pascal Joannin, une extrême droite à 40%, quel impact sur l'image de la France en Europe ? Alors, tous nos amis européens regardent notre scrutin de manière absolument effarée. Parce que dans tous les autres pays, il va y avoir un candidat en tête qui peut être peut-être une personne qui est proche du RN, notamment aux Pays-Bas ou même en Belgique, enfin dans la partie flamande, parce qu'il faut faire attention, le système belge est un peu compliqué, il y a plusieurs circonscriptions. Mais le différentiel avec le deuxième est très faible, c'est-à-dire on revient à des scores qui étaient celui de 2019. Donc personne ne met 10 points dans la vue. Il n'y aura dans aucun autre des 26 États membres, d'abord un candidat, on va dire, de droite radicale aussi haut et aussi différencié avec le second qu'en France. Donc, si vous voulez, on est un peu une exception. Dans d'autres pays, chez nos voisins allemands ou chez nos voisins espagnols, même s'il y a des partis qui sont proches du RN, ils ne seront ni en première, ni peut-être même en deuxième position. Ça va être en effet le parti de centre-droit et de centre-gauche qui seront encore en tête dans ces pays. Et en Allemagne, la CDU est plus près de 30% que... Voilà. Et la AfD est beaucoup descendu. Donc, ils regardent ça avec un... Donc, il n'y aura pas 40% d'extrême droite au Parlement européen le 9 juin au soir.
Voilà, il y aura 40 peut-être % en France, voilà, mais il n'y aura pas 40% au Parlement européen. Donc la France est une exception. La France est une exception, et on a l'impression, vu de l'extérieur, que se rejoue à l'occasion de ce scrutin européen, j'allais dire, quelque chose comme le scrutin présidentiel. On remet un candidat et un autre candidat. Alors, il ne s'appelle pas Macron, il ne s'appelle pas Le Pen cette fois-ci, mais il représente les partis qui étaient le parti de Macron et le parti de Le Pen. Et on a l'impression que, comme c'est un scrutin demi-mandat, on a un scrutin plutôt national qu'européen, où on règle ce compte avec le pouvoir national, ce qui est souvent le cas dans les élections européennes, mais là, à une hauteur qui est amplifiée, du jamais vu, et qui ne se retrouvera pas dans... Madame Meloni va faire aussi un bon score, mais elle ne fait que 26,5, et derrière, il y a un parti qui sera 22. Donc, vous voyez, c'est complètement une exception totale de ce scrutin, le scrutin français, et le résultat très probable qui va en advenir si les sondeurs se sont pas trompés. Alors justement, dans les sondages, Asdine, cette victoire elle semble acquise pour le Rassemblement national, et pourtant, on a envie de dire... le plus dur commence. Oui, c'est pas qu'un problème de riches, c'est presque une question existentielle. Comment fructifier cette probable victoire? On dit probable, attention, on va pas faire l'élection avant. Victoire triomphante afin d'apparaître crédible et conquérir le pouvoir. Comment se réorganiser pour que ce succès ne soit pas simplement une manifestation ponctuelle d'un ras-le-bol des Français? L'ampleur des écarts changera évidemment tout pour Jordan Bardella et Marine Le Pen. Première interrogation structurelle, le RN va-t-il recruter à l'extérieur? Il faudra par exemple regarder avec attention les résultats des Républicains. Si le parti se retrouve en très grande difficulté, des cadres pourraient suivre l'exemple Thierry Mariani et venir rejoindre le parti de Marine Le Pen. C'est plus du tout un tabou chez les LR, on le sait maintenant. Le RN confirmerait un peu plus son processus de normalisation, mais prendrait un risque auprès de sa base, celui de ressembler aux partis qui ont déjà exercé le pouvoir. Le RN pourrait aussi regarder à sa droite, chez Reconquête. On se souvient de la défection de ces cadres au profit d'Éric Zemmour. On pourrait imaginer l'inverse aujourd'hui, presque le match retour, une sorte de revanche du vainqueur. Même si Jordan Bardella et Marine Le Pen ont dit que Marion Maréchal n'était pas forcément la bienvenue si elle voulait son ticket retour. Il faudra ensuite regarder les prochaines échéances. Et il y a des obstacles pour vous qui vont se dresser sur le chemin du RN? Oui, l'objectif, c'est de rester sur une courbe de progression lors des prochaines élections. Les prochaines élections, ce sont les municipales, et ce scrutin n'est pas le préféré du parti d'extrême droite. Le RN peine à décrocher de grandes municipalités. La plus grande aujourd'hui, c'est Perpignan. Et surtout, il devra s'employer pour défendre des bilans positifs dans ces mairies. Et ce n'est pas gagné. Exemple avec l'ouverture d'une enquête judiciaire contre le maire de Fréjus, David Racheline, pour mauvaise gestion. Et le RN va aussi devoir montrer un visage plus solide sur d'autres sujets que ses obsessions islamisme, immigration, insécurité. On a encore fait le reproche à Jordan Bardella de ne pas être toujours convaincant sur les questions économiques, par exemple. L'échec cuisant de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron lors des débats d'entre-deux tours a laissé des traces. Et sur cette crédibilité à exercer le pouvoir, c'est un des plafonds de verre aujourd'hui du RN. Et enfin, c'est peut-être le plus grand danger qui guette le parti d'extrême droite, éviter une guerre intestine. On a souvent parlé d'un pacte de non-agression entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais après les européennes, si Jordan Bardella sort triomphant, se contentera-t-il d'une place de second de Premier ministre potentiel? Pour le moment, au RN, on nous explique que tout va bien, mais vous savez, mieux que moi, en politique, quand on vous martèle que tout va bien, c'est souvent un peu l'inverse, en réalité. On peut rappeler aussi que Jean-Marie Le Pen disait que le destin des dauphins, c'était parfois de s'échouer. Une guerre interne au Rassemblement national, vous y croyez, Stéphane Vernet? À ce stade, pas du tout. Enfin, je veux dire, voilà. Après, encore une fois, il y a j'aime bien la formule, et effectivement, on peut se poser plein de questions, mais je pense que là, pour le moment, c'est pas ce qui est en train de s'écrire maintenant, et c'est pas ce qui va se jouer dimanche. Je suis complètement d'accord avec vous sur le fait de la situation, le fait que la situation française est inédite par rapport à nos voisins dans l'écart. Après, les résultats, je crois qu'il faut être un peu prudent, parce que même si les sondages sont très efficaces, il peut y avoir une marge, une correction, il peut se passer des choses. Ça veut dire avant, on avait tendance à minimiser le score du RN, et aujourd'hui à le gonfler, c'est un peu ça? On verra dimanche. Je pense qu'il faut. On sait qu'il y a aussi une part d'abord, il y a l'inconnu de l'abstention et de la mobilisation. On sait qu'il y a une part de versatilité très forte dans le vote, et dans le choix des électeurs. Un tiers des électeurs qui se décident la dernière semaine, et 12% le dernier jour. Donc voilà, donc il peut encore se passer des choses. Donc voilà, on verra bien ce qui va advenir. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se poser la question de savoir, le vote pour le Rassemblement national, il sera très haut. Il est clair que c'est la liste qui arrivera en tête. Ensuite, on verra à quel niveau. Mais moi, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que c'est un vote d'adhésion, ou est-ce qu'on n'est pas en train de renouer
avec ce qu'on appelait autrefois le vote de protestation. Alors quand j'écoute Pascal Perrineau, je me dis que c'est clairement un vote d'adhésion, c'est ce que montrent vos études, et les études du Cevipof, c'est pas les sondages, c'est des vraies études, donc la tendance est là. Il n'empêche, moi il me semble que si le Rassemblement national est donné aussi fort pour dimanche, c'est aussi qu'il y a une grande partie de colère, de protestation, de ras-le-bol vis-à-vis d'un pouvoir qui est là depuis 7 ans. Ouais, qui irrite, qui fait que en fait il y a une volonté d'envoyer un message aussi en disant ça suffit, on a envie de passer à autre chose. Et donc ma question c'est oui, le Rassemblement national sera très fort le 9 juin, mais est-ce que ça veut dire qu'il est dans les starting blocks pour 2027 ? Et je pense que c'est pas aussi évident que ça. Et que fera-t-il de sa victoire, surtout si elle se confirme ? Très bien dit à l'instant. Pascal Perrineau, est-ce que le RN peut prendre la tête d'une forme d'union des droites ? Après tout, quand on a regardé les débats aux européennes, pour les européennes, on a vu que sur des sujets aussi variés que l'immigration, mais aussi l'écologie, je pense à la voiture électrique, les positions étaient plus que proches entre Jordan Bardella, Marion Maréchal, mais même aussi François-Xavier Bellamy. Oui, mais ça ne suffit pas à faire une union des droites, comme il y a eu jadis une union des droites sous la domination du RPR ou du bloc RPR-UDF. Pourquoi ? Parce que il y a, j'allais dire, une droite hors les murs de la droite radicale, qui existe encore, on verra ce que fait la liste Bellamy, mais sur le terrain local, et les prochaines échéances vont être locales. Si vous voulez, LR, c'est le premier parti en France. Au plan local. Donc c'est encore une réalité dans les régions, les départements. Donc même avec un petit score, ils ne sont pas morts, c'est voilà, ce que vous voulez dire. Ils ne sont pas morts, ils ne disparaissent pas du paysage. D'ailleurs, c'est la même chose pour le Parti socialiste. Il a failli mourir, mais voilà, au plan local, il continue à contrôler de très grandes villes françaises. Et donc pour les Français, il est dans ça se traduit au Sénat, avec des voix très fortes. Bien sûr, il est dans le paysage. Donc si vous voulez une hégémonie du Rassemblement national sur toutes les droites, ça me semble hautement impossible. D'autre part, il y a des questions de valeurs. Les valeurs de la droite libérale, démocratique, ne sont pas les valeurs d'une droite nationaliste. On a vu sur la question migratoire, les valeurs étaient... Oui, mais la migration n'est pas le seul enjeu. On a vu le visuel, par exemple, des LR sur l'Algérie récemment. Il a été largement critiqué, même en interne. Oui, bien sûr. Et il peut y avoir sur le terrain migratoire, et vous savez, l'opinion publique française, elle est très... Mais l'ADN n'est pas le même. L'ADN n'est pas le même, l'histoire n'est pas la même. Vous savez, la seule force politique qui a cherché à supprimer le général de Gaulle, et de Gaulle c'est quelque chose dans la droite française, eh bien c'est l'extrême droite. Au moment de la guerre d'Algérie, ça venait pas de la gauche. Donc si vous voulez, il y a une histoire qui les sépare, et puis il y a une droite hors les murs, ne l'oublions pas, parce qu'on va en reparler assez vite, qui est associée aujourd'hui à Emmanuel Macron, c'est le parti Horizon. Édouard Philippe, et dont on voit bien que dans les mois et les semaines qui viennent, eh bien, ce parti va certainement jouer un rôle et créer, face à la dynamique du RN, une alternative politique. Mais justement, vous faites une transition parfaite, parce qu'on va s'intéresser à ce qui se passe dans la majorité. Quelles leçons pour Emmanuel Macron en cas de défaite, telle que l'annoncent les sondages, et de larges, lourdes défaites, si on en croit les scores et s'ils se vérifient dans les urnes. Marine Le Pen a sa petite idée. Écoutez ce qu'elle propose comme conséquence pour le pouvoir exécutif. À partir du moment où le Premier ministre entre dans la campagne comme il l'a fait, au point d'aller arracher le micro de sa propre candidate pour parler à sa place, je suis désolé, mais il engage sa responsabilité. Et incontestablement, s'il y a un échec, il devra partir. Et il en est de même, si je puis me permettre, pour le président de la République. S'il se sert des cérémonies du débarquement pour, en réalité, faire la campagne des européennes, alors il engagera sa responsabilité et il faudra qu'il en tire les conséquences également. Stéphane Vernet, est-ce que alors je ne suis pas sûr que le président de la République suive les conseils de Marine Le Pen, mais est-ce que pour autant il peut faire comme si rien ne s'était passé ? C'est ce qui va se passer en fait. C'est-à-dire qu'on a un Jordan Bardella qui depuis plusieurs mois dit si ma liste arrive en tête le soir du 9 juin, je demanderai immédiatement la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il va faire, puisqu'il va arriver en tête, il va demander la dissolution de l'Assemblée nationale, et il ne se passera rien. C'est-à-dire on a bien vu dans le sujet que vous avez montré tout à l'heure, vous avez les Républicains qui expliquaient que tout le discours autour d'un accord de gouvernement, un remaniement, Gérard Larcher, Premier ministre, c'était eux mettre ça sur le compte d'une volonté de renaissance, de perturber en fait la campagne et d'affaiblir leur candidat, François-Xavier Bellamy, et je pense qu'ils ont raison. La défaite du 9 juin, elle sera très forte pour Renaissance, mais
elle n'aura aucune conséquence politique immédiate nationale. Aucune, zéro. Il n'y a pas de logique institutionnelle, de toute façon, à tirer des leçons d'un scrutin européen. Exactement. Mais d'un point de vue politique, pour vous... moi, je vous rappelle que les Européennes, jamais dans ce pays, des Européennes n'ont eu de conséquences politiques nationales. Qu'elles aient été gagnées très largement ou qu'elles aient été perdues très largement. C'est pas vrai pour des régionales, c'est pas vrai pour des municipales. On a vu des premiers ministres démissionner, des gouvernements être remaniés. Là, il ne se passera rien de tout ça. Parce que de toute façon, c'est pas du tout dans l'intérêt du pouvoir en place. Si aujourd'hui vous prononcez la dissolution de l'Assemblée nationale, vous vous retrouvez avec 220, 230 députés Rassemblement national à l'Assemblée, vous n'avez toujours pas de majorité absolue, mais vous êtes dans une situation où les choses sont encore plus ingouvernables, enfin ce serait du suicide, ça n'a aucun intérêt. Je ne vois pas pourquoi il ferait, je vois pas pourquoi il ferait ça. Je ne vois pas non plus pourquoi il changerait de Premier ministre. Il n'y a aucune raison objectivement de le faire malgré la défaite qui s'annonce. Ça n'a pas d'intérêt de remanier non plus, en tout cas pas maintenant. Donc et vous savez ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'une fois que les élections seront passées, douche froide, voilà, terrible, ce sera terrible, on a perdu et tout. Et puis après, hop, les JO, les Jeux Olympiques. On passe à autre chose, en voiture la deuxième partie de notre émission. Pascal Joinin, une lourde défaite pour le pouvoir exécutif en France, une lourde défaite pour Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une perte d'influence de la France en Europe après ? Alors, la perte d'influence de la France, elle va se manifester par le faible score qu'il va y avoir dans les partis qui vont être les plus importants au Parlement européen. C'est-à-dire que ce que Pascal Perrineau a dit, il y a un centre et une droite qui restent. Nous l'avons explosé avec Emmanuel Macron en 2017, mais dans les autres pays, c'est ces partis-là qui vont rester en tête. Le PPE, donc le PPE et les sociodémocrates. Et les sociodémocrates. Et donc, il va y avoir en effet ces deux partis qui n'ont plus la majorité depuis ce que je l'ai dit tout à l'heure, 2019, à eux deux, mais qui vont rester largement en tête avec autour de 150, 140 députés chacun. Les autres pays d'Europe n'ont pas connu d'Emmanuel Macron, il faut le dire. Mais vous l'aviez très bien dit tout à l'heure. La rupture, elle s'est déjà faite en 2019. Et donc la perte d'influence, c'est que si on regarde en effet le PPE, c'est les LR, ils sont crédités selon les sondages de 7,5, 8,5%. Ils étaient 8 sortants. Hein, voilà. Je rappelle qu'il y a 29 Allemands au PPE. 8 sortants, c'est très très peu. Et le PSE, donc Glucksmann, on va dire, grosso modo, est crédité d'un peu plus que la dernière fois, mais il avait fait très faible, etc. Donc, dans ces groupes, qui vont être les groupes les plus importants au Parlement européen, les délégations françaises risquent d'être rabougries. Voilà. Mais elles le sont déjà depuis 2019. Elles le sont déjà depuis 2019. Et on va voter pour des gens, dont M. Bardella, dont le bilan au Parlement européen s'apprête au zéro pointé. C'est-à-dire, quel est le bilan de zéro, aucun rapport, aucun truc, etc. Donc, les gens votent quand même, enfin, ils sont un peu aveugles, parce que à quoi va servir leur vote ? À rien, si ce n'est à aller envoyer des gens qui seront dans des groupes qui, pour l'instant, n'ont pas manifesté un travail intense au Parlement européen. C'est ce qui s'est passé avec Identité et Démocratie. On va y venir. On va juste terminer les conséquences sur l'échiquier politique français avec un petit coup d'œil sur ce qui se passe à gauche, parce que cette campagne européenne, elle aura confirmé la mort de la NUPES, du moins si on en croit ce que disait ce matin sur TF1 le patron des députés PS, Boris Vallaud. Regarde. Il y aura besoin d'une union de la gauche. Est-ce qu'elle sera dans la géographie de la NUPES ? Probablement pas. Voilà. En tout cas, moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi la montée de l'extrême droite et ce tête-à-tête que l'on peut casser entre les libéraux et les nationalistes. Pascal Perrineau, ça y est, c'est fini, c'est mort et enterré la NUPES. Parce qu'il faut dire que, si vous voulez, l'homme qui était au cœur de la NUPES, qui n'a jamais été une union de la gauche, la NUPES, c'est la mise sous tutelle des partis de gauche sous la tutelle de la France Insoumise, ce qui est très différent d'une union de la gauche. Et de Jean-Luc Mélenchon. Et de Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon est tellement dans une phase de radicalisation extrême de ses options politiques qu'il ne peut plus prétendre. Sa stratégie a changé. Être au cœur d'une union de la gauche réelle ou factice. Il a choisi la radicalisation, il a mis l'affaire de Gaza au cœur de la campagne et il a choisi une implantation. Et d'ailleurs, quand je regarde les enquêtes, je regardais hier la dernière grande enquête que nous venons de rentrer, un enracinement dans l'électorat des banlieues et particulièrement chez les Français musulmans. C'est une réussite de ce point de vue puisque à peu
près 70% des Français musulmans qui déclarent être croyants s'apprêtent à voter pour la liste de la France insoumise, qui, je vous le rappelle, fait moins de 10%. Donc il y a là un phénomène d'apparition d'un vote communautaire qui est tout à fait impressionnant. Mais c'est pas avec ça qu'on fait une union de la gauche, c'est pas avec ça qu'on fait des majorités. Donc les autres éléments de la gauche vont retrouver leur liberté. Leur liberté, mais avec un homme qui n'est pas socialiste. Raphaël Glucksmann n'est pas au Parti socialiste. Comment va réagir ce Parti socialiste, ces cadres du Parti socialiste, vis-à-vis d'un homme qui vient de l'extérieur? Vous savez, c'est parti... C'est arrivé à un certain François Mitterrand. C'est arrivé à François Mitterrand, oui. Mais le jour où il a adhéré, il a pris le contrôle du parti. Hein, bon, et ça, c'était le talent de François Mitterrand. Bon, j'espère que pour lui, Raphaël Glucksmann a le même talent que son aîné, mais on verra. Hein. Et d'autre part, les appareils, surtout quand ils sont dans une phase de rétraction, ont parfois des réactions étranges, qui sont plus des réactions sectaires que des réactions d'ouverture. Et puis, voilà, Raphaël Glucksmann, plus Europe Écologie Les Verts, plus ce qui reste du Parti communiste, qui est aux alentours de 2-3%, ça fait pas grand-chose pour reconstruire. Il faut avoir beaucoup d'énergie, une vraie stratégie. Et d'autre part, au plan européen, si on quitte la France, on sait très bien que la social-démocratie et le projet social-démocrate pour l'Europe n'attirent pas les masses. La gauche est structurellement extrêmement minoritaire en France. Donc c'est une tâche, pas impossible, mais c'est une tâche qui va être une tâche de très longue haleine. Voilà, un long chantier. On a commencé à parler justement de l'impact sur l'échiquier politique européen et notamment sur les groupes parlementaires. Vous nous en avez parlé, Pascal Jourdain. Alors on va le rappeler pour nos téléspectateurs. L'extrême droite, elle est divisée. Vous en avez dit un mot au Parlement européen. Il y a deux groupes. Le groupe le plus important, c'est le groupe des conservateurs réformistes européens, dans lequel siège Giorgia Meloni et sur lequel lorgne Marion Maréchal. Puis il y a l'autre groupe, Identité et démocratie, qui est plus petit, dans lequel siège notamment Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a tendu la main à Giorgia Meloni, donc qui est dans l'autre groupe, pour dire allez, il est temps qu'on s'unisse. Et Marine Le Pen, elle a demandé d'ailleurs aussi que soit virée du gros de son groupe l'AfD, vous savez, l'extrême droite allemande qui était empêtrée dans une série de scandales. Est-ce que cette main tendue de Marine Le Pen, elle a une chance d'aboutir? Est-ce qu'on peut avoir au Parlement européen un groupe unique de droite populiste, de droite radicale? Pas à court terme. Pas à court terme. Giorgia Meloni est dans une dynamique qui est, pour elle, Marine Le Pen, c'est un peu comme l'AfD était pour Marine Le Pen, c'est-à-dire un élément un peu infréquentable. Elle a réussi à... je vais dire, se dédiaboliser aussi. Quand on est arrivé au pouvoir, on a dit c'est les post-fascistes qui arrivent, pas du tout. Et elle a joué le jeu, notamment sur la scène internationale en tout cas, avec un soutien à l'Ukraine, le vote en effet, un certain nombre de... Ce qui fait que ce qu'elle veut aujourd'hui, elle, c'est entrer dans la constitution du jeu institutionnel qui va être la première conséquence. La première conséquence des élections européennes, c'est une réunion du Conseil européen le 27 et 28 pour tenir compte du scrutin, mais regardez un petit peu qui on va mettre au Parlement, qui on va mettre à la présidence de la Commission, qui on va mettre aussi à la présidence du Conseil européen, ce qu'on appelle les top jobs, enfin les trucs. Et donc là, Giorgia Meloni, elle a envie d'être dans ce tour de table, elle a envie de participer. Et Marine Le Pen, elle voit en effet ce groupe qui pourrait être à dimension importante, mais qui a trop de divergences aujourd'hui. Donc à court terme, c'est pas possible. Parce que Giorgia Meloni, elle a plus l'esprit de coalition, ce qu'elle mène d'ailleurs en Italie, alors que Marine Le Pen n'a pas... Elle s'est alliée avec des groupes qui ont quelquefois quitté le groupe dans lequel était Marine Le Pen pour rejoindre le groupe de Giorgia Meloni, notamment les pays scandinaves, parce que justement l'image du Rassemblement national n'était encore pas bonne. Et donc, en effet, elle se sépare de l'AfD, donc l'Allianz für Deutschland, qui est le parti d'extrême droite, parce qu'elle trouve qu'en effet, son image est vraiment désastreuse. Mais ce qui va encore donc diminuer le score, puisque, je le disais en entrée, aujourd'hui, le grand groupe d'Identité Démocratie, c'est la Lega italienne de M. Salvini. Et donc, lui, il va perdre beaucoup. Jordan Bardella, il avait déjà fait un très bon score en 2019, donc il va gagner des élus, mais pas non plus, ça ne va pas être la culbute plus 20, il faut, voilà. Donc, on va encore avoir pour nous cette extrême droite divisée. Voilà, donc cette extrême droite divisée. Alors, en revanche, du côté de CR, Mme Meloni va prendre la tête de ce groupe. Aujourd'hui, c'est les Polonais du droit et justice qui sont la première force. Elle va arriver très probablement en tête dans son pays. Elle va prendre la tête de groupe, elle a la tête du parti. Et donc, elle veut négocier et être fréquentable. Et d'ailleurs, on l'a vu,
donner des signaux et ouvrir un peu une porte à Madame von der Leyen en disant si vous avez besoin de voix, parce qu'en effet, vous n'aurez peut-être pas l'intégralité des voix du PPE, on sait que les LR ne voteront pas Ursula von der Leyen, on sait que tout ça. Donc, elle se lèche une porte de sortie, mais la porte de sortie, c'est quand même être pro-européen, pro-Ukraine et État de droit. Donc, ce que remplit pas Marine Le Pen aujourd'hui. Alors, parce qu'il y en a une, vous venez de la citer, pour qui cette nouvelle donne risque de compliquer un petit peu la vie, voire de fragiliser, c'est Ursula von der Leyen, et on va en parler avec vous, cher Quentin Calmet. Bonsoir, Mathieu. Le doute plane sur l'avenir de la présidente de la Commission européenne. Voilà, c'est ça, c'est la question subsidiaire. Avec la recomposition du Parlement européen, Ursula von der Leyen va-t-elle réussir à se maintenir à la tête de la Commission? Et comme souvent avec l'Union européenne, il y a la règle et il y a l'application de la règle plus souple. Normalement, le président ou la présidente de la Commission est toujours issu du parti arrivé en tête des élections. Quand on regarde la projection du Parlement au lendemain des élections, avec les sondages qu'on a en ce moment, on voit que le PPE, le parti de la droite classique, pourrait arriver largement en tête avec environ 180 sièges. Et donc arriver le premier parti au soir des élections. Et le PPE a donc choisi sa candidate et renouvelé sa confiance à Ursula von der Leyen. Exactement, c'était le 7 mars dernier, lors du congrès du PPE à Bucarest, en Roumanie. Le parti a entériné officiellement la candidature d'Ursula von der Leyen pour un second mandat à la tête de la Commission. Au cours d'un vote, avec 400 voix pour, seulement 89 voix contre. À noter, les 8 eurodéputés LR membres du PPE ont voté contre, dénonçant une candidate trop technocrate, dénonçant les décisions de la Commission ces dernières années, trop par exemple défavorables aux agriculteurs, Mathieu. D'accord. Ursula von der Leyen elle devrait donc logiquement être choisie pour diriger la Commission européenne, sauf s'il y a quand même un autre candidat qui sort du chapeau au dernier moment. Oui, c'est ce qui s'était passé à 5 ans, effectivement. L'Allemand Manfred Weber était désigné par le PPE en 2019, mais sa candidature déplaisait particulièrement à la France, Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui avaient alors suggéré le profil d'Ursula von der Leyen. Parmi les noms qui reviennent beaucoup, cette année, il y a celui de Mario Draghi, ancien président de la Banque Centrale Européenne, ancien président du Conseil en Italie. Sa candidature est notamment poussée par le camp macroniste, mais le problème, c'est qu'il n'est pas issu du PPE, Mathieu. Ce serait donc une nouvelle entorse au fonctionnement traditionnel de l'UE ces dernières années. Et de son côté, Ursula von der Leyen, elle multiplie les manœuvres tactiques, on va dire, pour le moins risquées. Oui, vous commenciez à en parler sur ce plateau. Sa candidature doit être validée par le Parlement européen. Il faut un vote de confiance comme celui-ci en 2019, comme par exemple le Premier ministre en France. Il lui faut donc dépasser son seul groupe politique pour s'assurer d'une alliance plus large au Parlement européen. Ursula von der Leyen a donc approché le parti de Giorgia Meloni, qui siège au groupe ECR, vous l'évoquiez Mathieu il y a un instant, le parti de la droite, proche de Reconquête en France. Et cela ne plaît pas du tout aux libéraux de Renew et aux sociaux-démocrates, dont il faudra pourtant s'assurer du soutien si elle veut être nommée à la tête de la Commission, Mathieu. Merci beaucoup Quentin. Donc on le voit, il y a des jeux d'alliance, des jeux de recomposition. Et puis il y a ce petit jeu du dis-moi avec qui tu sièges, je te dirai qui tu es. Il n'épargne pas les macronistes, Stéphane Vernet, puisqu'il y a aussi des problèmes dans le groupe Renew avec ces néerlandais libéraux qui ont fait alliance avec les populistes là-bas, aux Pays-Bas. Alors aux Pays-Bas, et donc c'est une alliance qui déplaît très fortement officiellement en fait à Renew, et Valérie Ayé s'est exprimée sur le sujet un peu plus tard que ce matin, me semble-t-il, en disant que c'était une position scandaleuse et qu'elle n'acceptait pas ce type de rapprochement. Mais on voit bien qu'effectivement, ça a été très bien expliqué. On n'est pas du tout dans la même culture au Parlement européen par rapport à nos propres institutions. C'est là que ça devient très difficile à comprendre. C'est-à-dire déjà, les Français et les Françaises ont du mal à comprendre comment fonctionnent leurs propres institutions, qui ne sont pas toujours très simples, mais la culture du Parlement européen n'a rien à voir. On est dans des jeux d'alliance, des négociations, un travail de couloir qui est très important. Et donc vous avez eu ces derniers temps un rapprochement, effectivement. Il y a eu des appels du pied en fait, entre Giorgia Meloni et Ursula von der Leyen, qui a dit publiquement fin avril, et qui l'a répété, qu'elle n'excluait pas de travailler en alliance, en coalition avec le parti des conservateurs ECR. Et donc effectivement pour Renew, ça c'est aussi quelque chose qui va avoir beaucoup de mal à passer, parce que c'est pas que le parti de Giorgia Meloni, vous l'avez évoqué, mais c'est aussi déjà
le groupe de Reconquête. Parce que ce qu'on oublie, c'est que Reconquête siège au Parlement européen. C'est un peu compliqué, mais ils ont des passerelles sacrément. Ils ont un eurodéputé qui est Nicolas Bay, ancien RN, qui a été viré, qui a changé de crèmerie, et il siège au nom de Reconquête chez ECR déjà. Et donc Marion Maréchal, elle considère que son groupe, c'est ECR. C'est le même groupe que Giorgia Meloni, et effectivement, elle se dissocie. On pourrait se retrouver. Oui. Elle se dissocie de Marine Le Pen, qui voudrait bien bouger, mais c'est pas aussi simple que ça. Alors, Ursula von der Leyen, pardon, pour terminer, elle classe clairement encore aujourd'hui le RN dans les partis d'extrême droite avec lesquels elle ne veut pas travailler. Alors on a parlé de la droite, on a parlé de l'extrême droite, on a parlé de la gauche, et un mot qu'on n'a pas prononcé, c'est écologiste. On assiste à un affaissement, et peut-être, si les sondages se vérifient, à une forme d'effondrement. Oui. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça veut dire, Pascal Perrineau, à l'échelle européenne? C'est un effondrement qui dépasse très nettement le cas français. Oui. On le retrouve dans l'essentiel des pays européens. Et pour les gens qui travaillent depuis longtemps sur l'électorat écologiste, j'allais dire c'est un grand classique. Quand il y a une crise économique profonde, quand le pouvoir d'achat, les problèmes matériels, strictement matériels, reviennent au premier plan, eh bien les opinions évoluent dans un sens qui est assez peu écologique. La protection de l'environnement comme enjeu ne cesse de tomber. Aujourd'hui, dans la hiérarchie des enjeux, c'est à peu près en 5e position en France. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé de réchauffement climatique, de transition écologique. Bien sûr, mais c'est l'histoire fin du monde, fin du mois. Là, c'est la fin du mois qui l'emporte. C'est la fin du mois qui l'emporte. Crise économique, crise sociale, cela veut dire quasi mécaniquement une chute très sensible des écologistes. Et c'est ce à quoi on assiste en France comme ailleurs. Pascal Joannin, s'il n'y a plus d'écolos, s'il n'y a plus beaucoup de libéraux, où le Parti populaire européen et où les sociodémocrates vont pouvoir trouver un groupe pour faire complément. Alors, je vous renvoie au diagramme que vous avez juste posté pendant que vous discutiez. Peut-être le revoir, si c'est possible. Voilà. Pour l'instant, les libéraux, dans votre projection, comme dans celle que nous faisons à la Fondation Robert Schuman, sont encore 3e à cause de ces divisions et de partis qui ne sont pas rattachés. Et l'exemple type, vous parliez des Verts qui sont en effet en baisse partout. Vous voyez, 86, 75 pour ECR, 68. Il reste encore 56 sièges pour les Verts. Voilà. Donc, ils diminuent, mais ils sont encore présents. Alors, en revanche, il y a les 78 non-inscrits. Et dans les non-inscrits, il y a des gens qui font parler d'eux. Alors, on va parler par exemple de M. Orban, qui en 2019 a été élu avec le PPE, qui s'en est exclu tout seul, je le rappelle, et qui aujourd'hui aimerait bien frapper à la porte d'une des maisons pour venir grossir, parce qu'il a quand même 10-12 élus, c'est pas mince. Sauf que Mme Meloni, pour l'instant, n'en veut pas, parce que les positions qui sont celles de M. Orban sur le rapport avec la Russie, avec Poutine, etc., vont à l'encontre de l'accord qu'elle pourrait avoir. Alors, accord qui n'est pas un accord de coalition, vous avez dit un peu vite tout à l'heure un accord de coalition, c'est plus un accord au cas par cas, et surtout essayer d'obtenir quelques postes pour... voilà. Et puis, vous avez parlé de Mario Draghi. Alors, Mario Draghi, il est italien. Il est italien, et donc il faudrait que Mme Meloni accepte qu'il soit le représentant de la Commission en Italie, et qu'il ne vienne pas, puisque Mario Draghi, on va dire, ils ne sont pas du tout sur la même ligne, il faut le dire. Politique, vous avez dit qu'il n'était pas au PPE, il est nulle part, il n'est pas politique, donc son nom apparaît aujourd'hui, mais il faudrait en effet que politiquement, Giorgia Meloni l'accepte, comme en effet Mme Merkel avait accepté que von der Leyen soit la commissaire allemande en étant présidente. Comme quoi, il reste encore des questions et du suspense, évidemment, on l'espère, en tout cas, à analyser ensemble après le scrutin de dimanche. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les trois d'y avoir participé.